Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Ingrid Jouve. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice RSE de SPI France. On va commencer par présenter SPI. C'est vaste, les métiers, les secteurs d'activité du groupe. Effectivement. Alors nous, on est un acteur de la transition énergétique, industrielle, numérique. On est une entreprise qui existe depuis 120 ans. Depuis l'électrification du métro parisien. Et on a des implantations en France, en Europe, plutôt les pays du nord de l'Europe. Et donc moi, je suis sur le périmètre France. On a 19 000 collaborateurs. Un chiffre d'affaires de 350 milliards d'euros en 2025. Exactement. Ces chiffres s'affichaient. Ouais. Exactement, qui sont déclinés au travers de 6 filiales. Donc les 6 principaux métiers de SPI en France, qui s'intéressent à la fois au bâtiment, à la mobilité, aux énergies, à l'industrie, au digital, au nucléaire. Enfin voilà, donc 6 filiales qui drivent toutes nos activités, qui concourent à la décarbonation. Avec donc ce chiffre d'affaires, plus de 3,3 milliards d'euros. La moitié de ce chiffre d'affaires, vous l'affichez aligné avec la taxonomie verte européenne. Déjà, première question, est-ce que c'est mieux que la moyenne du secteur? Où est-ce que vous vous situez? Alors effectivement, c'est une performance qui est au-dessus de la moyenne du secteur, qui est à peu près autour de 24% de chiffre d'affaires aligné. Et vous êtes au-delà des 50? On est au-delà des 50, effectivement. C'est un des objectifs de la feuille de route RSE du groupe SPI, qui est décliné dans tous les pays, et bien évidemment qui est décliné dans le périmètre France, et qui témoigne en fait de la réalisation des activités de SPI, en correspondance avec les exigences de cette réglementation relative à la taxonomie, donc des activités qui concourent à décarboner, à développer les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, à renforcer les réseaux électriques. Donc véritablement des actions, des métiers qui, sur le terrain, dans les projets des clients, concourent à réduire les effets du changement climatique. Ouais, puisqu'on parle de réglementation européenne, il y a cette CSRD, bilan extra-financier, dont on a évidemment beaucoup parlé depuis 2 ou 3 ans dans cette émission, avec un destin, on va dire, plutôt contrarié. Alors, pour un grand groupe comme SPI, vous êtes dedans, vous êtes concerné. Et alors, on va remonter un peu dans le temps. Quel défi ça a représenté de tenir l'exigence de ces 800 pages, de cette CSRD? De toutes ces normes. Oui. Déjà, de les appréhender, je dirais. Donc, effectivement, comme on est déjà chez SPI depuis longtemps, on a des démarches RSE structurées avec des exercices de reporting. On était déjà familier avec cette démarche. Donc, il a fallu appréhender la CSRD. Donc, très tôt, en fait, on a regardé quelles étaient ces fameuses normes dites matérielles, ce qui a de l'impact et ce sur quoi on peut agir chez SPI. Et pour y parvenir, on a consulté nos parties prenantes. Donc, on les a contactés, un nombre important de clients, de collaborateurs, de fournisseurs. Enfin, voilà, on a échangé avec eux sur ce qu'ils attendaient de SPI pour contribuer à un monde plus durable. À l'issue de cette double matérialité, en fait, exactement, sont ressortis des enjeux autour du climat, autour de la montée en compétences de nos équipes, donc à la fois environnementaux et sociaux. Et après, de manière très pragmatique, il a fallu regarder ce en quoi nous répondions déjà correctement et qu'il fallait améliorer, ce que nous n'avions pas exactement. Donc cette analyse des écarts nous a permis d'être exhaustifs et cohérents par rapport aux attentes. Et puis après, parmi les enjeux les plus singuliers, qui sont réellement des opportunités, c'est d'avoir mené un exercice de plan de transition climat, à la fois avec un volet financier et extra-financier. Et cette lecture des choses avec le prisme CAPEX-OPEX, de voir comment SPI peut investir et dans le fonctionnement, dans l'atteinte des objectifs de réduction Scope 1, Scope 2, Scope 3, c'est vraiment un exercice singulier. Et on a profité notamment de cette impulsion réglementaire pour introduire dans notre cycle de vie de l'entreprise la lecture financière et extra-financière de nos performances, de toutes les filiales, 2 fois par an au travers d'un score RSE. Ouais. Ça veut dire que vous ne ferez pas marche arrière, parce que la CSRD, bon, elle n'est pas abandonnée, elle est, on va dire, simplifiée, sa mise en œuvre retardée, notamment pour les entreprises plus petites, mais à partir du moment où vous êtes engagé sur ce chemin, vous allez le suivre.
Ah oui, absolument. Oui, non, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas de marche arrière. Et alors, Non. si on parle des entreprises plus petites qui, pour l'instant, ne sont pas soumises à la CRCRD, est-ce qu'elles ne le sont pas finalement par capillarité ? C'est-à-dire que vous, grand groupe, vous avez effectivement des fournisseurs, etc., une chaîne de valeur qui impose aux entreprises plus petites de se mettre en conformité. C'est l'effet d'entraînement en fait, qui est très positif dans cette démarche. C'est que au-delà des obligations qui concernent les grands groupes comme SPI ou bien d'autres, en fait, vous avez un effet d'entraînement pour obtenir des données, par exemple, relatives à l'impact de la fabrication des produits que nous, on va mettre en œuvre dans des projets. Donc, en posant les questions qu'on nous pose nous-mêmes, on les embarque, on les accompagne, on les fait progresser sur ces démarches. À nous de trouver les moyens de le rendre pragmatique et digeste. Oui, c'est-à-dire si la pression est trop forte, la PME ne pourra pas suivre, quoi. Non, effectivement, c'est pas l'objet et c'est pas comme ça qu'on s'y prend chez SPI. Et je dirais que la force du collectif, au-delà de notre entreprise, mais dans les secteurs d'activité, au travers des instances professionnelles avec lesquelles on travaille, on mène ces démarches de manière sensiblement identique. Donc, on pose des questions récurrentes, un peu les mêmes questions, à nos fournisseurs qui, du coup, se retrouvent embarqués, comme vous le disiez, embarqués dans la démarche. Dernière question là-dessus. Est-ce que c'était quand même effectivement trop compliqué, que la simplification est bienvenue ? Alors, je pense, effectivement, vous l'avez énoncé, 800 pages, ça fait un peu peur. Et je dirais que la perspective très reporting de la première version de cette réglementation était pas nécessairement la meilleure manière de l'aborder. En revanche, le fond est bon et c'est une réglementation qui a du sens. Donc, sa simplification est vertueuse sur certains aspects, et notamment pour la rendre plus digeste, plus compréhensible, et surtout passer à l'action après, quoi. Voilà. Alors, on va parler de décarbonation. Vous évoquiez les liens avec les entreprises, les partenaires, les fournisseurs. Vous avez lancé un calculateur carbone en 2024. Vous disiez nous avons développé ce calculateur carbone qui fait partie intégrante de notre stratégie RSE. On déploie celle-ci à la fois en interne et auprès de nos clients pour contribuer encore plus concrètement, plus fortement à l'émergence d'une société bas carbone, à la préservation de notre environnement, à une société plus juste. Déjà, j'ai une question de curieux. Comment ça marche ? C'est quoi un calculateur carbone ? Comment ça fonctionne ? Alors, au début, parce qu'on s'est amélioré depuis, mais ça a tout de suite été en fait un outil relativement simple qui vous permet, si je synthétise, de transcrire votre devis classique financier en un devis carbone. Donc finalement, quand vous renseignez le matériel acheté, les heures de travail, les kilomètres parcourus pour aller jusqu'au site client, eh bien, ça vous fait un devis. Et toutes ces informations sont traduites par des facteurs d'émission qui vous permettent de réaliser un devis carbone. Okay. Voilà, donc ça, c'était la première étape. Et au fur et à mesure de la maturité de la démarche et de celle de nos fournisseurs, on a pu améliorer l'exercice et avoir de plus en plus des capacités de comparaison entre des solutions qui sont proposées au sein de SPI et grâce au calculateur, et puis aussi d'avoir plus de précision sur l'impact pendant la phase de vie, en tout cas c'est ce vers quoi on va, pendant la phase de vie de l'ouvrage ou de la prestation délivrée, de sorte que les leviers de décarbonation trouvent toute leur place et soient bien justifiés, bien ancrés et bien présentés aux clients. Parce que... Oui, alors justement, est-ce que c'est pas forcément simple de le faire accepter, adopter par vos clients, ce calculateur ? Ou est-ce qu'au contraire, ils se disent « Ah, super, on a un outil finalement assez, entre guillemets, simple, qui nous permet de répondre à la question ». En fait, tout va dépendre de la maturité des clients. Ouais. Cela dit, je dirais qu'en général, ce type d'exercice est plutôt bienvenu parce que ça les familiarise aussi, pour ceux qui sont les moins matures, à une notion de l'impact de mon projet ou de ma prestation. Enfin, voilà, ça leur donne une première indication. Et puis surtout, ça ouvre le dialogue pour ensuite proposer des améliorations. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant. Après, l'exercice de calcul, il doit rester pragmatique, compréhensible. C'est la raison pour laquelle, que ce soit en interne ou auprès de nos clients, on a mis en place des formations pour être plus à l'aise à la lecture du résultat, à la présentation du résultat auprès des clients et à aller capter aussi chez eux ce qui fait résonance, symétrie avec nos propres actions et leur stratégie de décarbonation.
Est-ce que c'est aussi un outil, entre guillemets, de marketing, c'est-à-dire qui vous permet de proposer voilà, des services, des produits qui permettront à vos fournisseurs de décarboner? Oui, absolument. Ouais. C'est aussi une très bonne entrée en matière pour présenter les solutions décarbonées de SPI. Oui, c'est vrai. Après, vous avez des clients qui sont beaucoup plus matures, très regardants, qui ont des exigences en matière de calcul, de protocole, de mesures, d'objectifs très importantes, très poussées. Et c'est en ça qu'on doit continuer de s'améliorer. Et c'est la raison pour laquelle, si je peux développer un peu, on a, avec un tiers de confiance, fait un partenariat, ça s'appelle Nuco. On travaille avec eux depuis très longtemps. Ils sont très bons sur les sujets d'analyse du cycle de vie et d'impact des produits, des équipements, et notamment dans notre domaine électrique, électronique, numérique. Et donc avec eux, on travaille pour améliorer et faire grandir encore la capacité d'analyse et de décision pour éclairer les choix, en fait, des collaborateurs de SPI et faire comprendre à nos clients l'impact réel des projets. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant de le mener avec des clients qui sont exigeants et de continuer cette capacité d'embarquer tout le panel des clients. Et alors, si on prend, on va rester SPI France, les objectifs de décarbonation que vous affichez et les leviers que vous activez pour les tenir, c'est quoi ? Alors, ces objectifs, ils couvrent à la fois les émissions dites internes, vous savez, les scopes 1 et 2, exactement, ceux sur lesquels on a une capacité à agir un peu plus forte. Donc là, on est sur un objectif de réduction de 50% de nos émissions carbone entre 2019 et 2030. À ce jour, on a déjà réduit de 32% en France. Donc, on est vraiment bien en chemin. Dans la bonne trajectoire. Exactement. Ouais. Et pour y parvenir, on déploie l'électrification de la flotte de véhicules. Globalement, aujourd'hui, on a chez SPI France une flotte de à peu près 10 000 véhicules, dont certains utilitaires aussi. Et on a sur cette flotte un véhicule sur deux à peu près qui est électrique. C'est un peu moins le cas dans les utilitaires, mais ça progresse. Pour tous les autres types de véhicules de service plus petits, ils sont quasiment tous électrifiés. Et puis surtout, le taux de renouvellement est supérieur à 70% en électrique. Donc on est très bon. D'ailleurs, on nous voit avec nos petits véhicules et le logo SPI, souvent des idées buzz, enfin en tout cas des véhicules décarbonés, électriques. Et puis, ça comporte aussi des actions sur nos bâtiments, donc la consommation et l'efficacité énergétique que l'on peut appliquer sur nos sites. On a 300 implantations et toutes les consommations énergétiques, eh bien, il faut les monitorer, les réduire, les optimiser. Donc là, on a toute une démarche pour travailler sur l'efficacité énergétique de nos sites et notamment utiliser des contrats d'énergie renouvelable avec EDF pour utiliser des ENR. Donc ça, c'est le scope 1 et 2. Et après, il y a, on revient au calculateur carbone dont on parlait tout à l'heure, voilà, pour le scope 3. Quoi. Exactement, le fameux scope 3. Qui est beaucoup plus difficile à activer. Oui, et puis c'est 94% de nos émissions quand on fait le bilan carbone de SPI, donc on ne peut pas passer à côté. Et sur ce bilan carbone, sur ce scope 3, on avait jusqu'à présent une démarche, je dirais, qualitative, visant à travailler avec des fournisseurs qui sont comme nous engagés dans une démarche climat, donc confirmée par SBTi ou d'autres démarches de la sorte. Et puis en 2025, quand on a révisé nous-mêmes nos propres objectifs, on a défini un objectif entre 2019 et 2030 de réduction de 55% en intensité carbone. Et là, ça veut dire qu'il faut qu'on adresse nos fournisseurs de manière un peu plus profonde. On va aller chercher les informations sur les produits qu'on achète chez eux et leur impact pendant la phase usage. Et là, s'ouvre à nous une stratégie qui embarque vraiment tout le monde, de longue haleine, mais qui est plutôt bien adressée chez SPI. Je voudrais qu'on parle d'économie circulaire pendant quelques minutes. Alors peut-être ça nous emmène sur les chantiers un peu plus, comment elle est intégrée dans la mécanique, les process, la gestion des chantiers de SPI. Alors, l'économie circulaire, c'est effectivement un des leviers qui nous permet de faire notre trajectoire de décarbonation. Un des leviers qu'on met en avant pour nous-mêmes, pour nos clients. L'année dernière, on a, avec plusieurs directions commerciales, juridiques, opérationnelles, achats, RSE, on a d'abord beaucoup travaillé sur environner ce qu'est l'économie circulaire chez SPI. De quoi on parle ? De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
qu'est-ce qu'on peut proposer, le paramètre juridique, assurantiel, concrètement d'un point de vue logistique, opérationnel, comment c'est possible. On a aussi regardé quels étaient nos réels gisements en interne. Voilà. Donc on a fait ce très gros travail qui nous a permis d'aboutir en quelques mois à un guide notamment du réemploi et des bonnes pratiques d'économie circulaire. Puis, on a continué le travail en 2026 avec davantage d'avancées, notamment dans l'identification de partenaires potentiels pour, avec des prestataires, récupérer les équipements, mieux identifier les gisements. Et valoriser. Oui, et les valoriser. Et on a, alors vous parliez de projets concrets, on a effectivement de plus en plus de clients qui nous sollicitent parce qu'ils sont eux-mêmes assujettis à cette obligation et qui nous sollicitent sur nos pratiques. Et on a un projet qui a été mené par une de nos filiale du bâtiment, Spi Building Solutions, sur Paris. Un projet de rénovation, 26 000 mètres carrés tertiaires, un bâtiment de bureau, sur lequel on aurait pu classiquement faire de la rénovation énergétique, c'est-à-dire curer le bâtiment de manière très classique et remettre des équipements. Et en fait, SPI a fait un petit point de côté et les équipes opérationnelles ont proposé de faire un diagnostic de réemploi finalement. Et donc sont allées regarder tout ce qui était possible de conserver dans le bâtiment. Et pour tous les lots de ventilation, de chauffage, de refroidissement, également quelques lots électriques, eh bien il y avait quand même un gisement important. Donc on a proposé aux clients de maintenir ces équipements, alors bien évidemment en vérifiant leur performance, leur conformité aux normes actuelles. Et le client a accepté, ce qui nous a permis quand même de faire de sacrées économies. Et puis aussi de monter en compétences, parce que maintenant c'est une compétence qu'on a acquise et qui permet de renouveler cette prestation, en tout cas de la proposer plus systématiquement à nos équipes. Donc c'est une vraie réussite. Ouais. On va parler de formation, c'est le thème de la question, que celle qui était à votre place la semaine dernière, Odile Batser, la présidente de l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, a choisi de vous poser. On l'écoute. Bonjour Ingrid. Je voulais vous poser une question à propos de la formation et plus précisément comment vous allez déployer la formation au sein de vos collaborateurs pour permettre un meilleur niveau de connaissance des enjeux ESG dans vos métiers qui sont très proches de la réalité du terrain. Alors, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, un plan de formation quand on a 19 000 collaborateurs sur plus de 300 sites. Ça, là aussi, ça doit être un joli petit barnum quand même. Ça prend combien de temps? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a mis plein de choses en place et c'est vrai que ce programme est particulièrement intéressant parce qu'il permet de travailler avec les RH, avec la communication, avec les équipes opérationnelles, avec tout le monde. Donc c'est un vrai programme de transformation. Donc ce qu'on a mis en place depuis un peu plus d'un an, presque 2 maintenant, c'est une académie, la SPI Climate Academy, qui est en fait en ligne, une plateforme sur laquelle vous avez des modules et des parcours de montée en compétences qui vont... je dirais des prérequis, savoir de quoi on parle quand on parle de climat, comprendre son empreinte carbone, et puis après des parcours un peu plus liés au métier, qui vont mettre en valeur par des collaborateurs d'ailleurs qui sont sur le studio et qui expliquent leur métier, qui vont expliquer les impacts, ce qui est mis en place chez SPI pour mieux les calculer, mieux les piloter et proposer des solutions alternatives. Donc on a cette SPI Climate Academy, une plateforme avec beaucoup de modules que les collaborateurs peuvent suivre sur leur téléphone, sur l'ordinateur. Voilà. Est-ce que ça suppose aussi, pardon de vous interrompre, mais d'anticiper l'évolution de certains de vos métiers à l'aune du changement climatique ou du risque climatique? Absolument, oui. Bah, c'est un des paramètres qui est intégré dans les formations qu'on a ensuite développées à la suite de cette SPI Climate Academy. Je dirais que les programmes qui ont été récemment établis en interne autour des activités opérationnelles et commerciales permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender ces enjeux
et de mieux savoir également discerner l'incidence que ça peut avoir sur les projets de nos clients. Donc il y a vraiment une montée en compétences qui est clé pour nos métiers en perpétuelle transformation, pour bien accompagner également les attentes de nos clients sur ces secteurs. Donc la formation, c'est clé. Il y a ces parcours académiques, il y a ces formations spécifiques, et en fait ensuite dans tous les programmes, je dirais classiques de SPI, on intègre la dimension RSE, on intègre principalement la dimention climat. Est-ce qu'il y a effectivement, pardon, hein, mais je reste sur moi, je suis un peu têtu parfois. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître liés à ces enjeux, résilience, risque climatique, changement climatique? Ce sont des métiers qu'on avait déjà chez SPI, je pense, mais qui prennent une nouvelle perspective et qui nous permettent d'agir plus dans le design, la co-conception, donc de mieux appréhender l'anticipation du changement climatique, effectivement la vulnérabilité des sites, le dimensionnement des services, des équipements. Donc on a des métiers qui évoluent, qui intègrent ces composantes, et puis on a énormément de solutions que l'on développe chez SPI qui font l'objet de formations pour mieux les appréhender. Et puis on a des métiers qui trouvent un renouveau, je dirais. On a notamment ouvert près de Lyon un centre de formation dédié au métier du nucléaire, parce qu'il y avait un manque, en tout cas un besoin de former nos collaborateurs et d'attirer aussi des futurs recrues sur ces métiers-là. Ça redevient une filière attirante. Ça devient une filière qui permet de concourir à la décarbonation et à la souveraineté de la France. Donc oui, attirante. Et à rentrer dans la taxonomie verte européenne dont on parlait tout à l'heure. Ça a été un des enjeux de bras de fer franco-allemand il y a quelques années. Sur la biodiversité, il nous reste 5 minutes, on va parler de biodiversité tout de suite. Là aussi, alors c'est intéressant parce que le climat, le carbone, finalement, entre guillemets, c'est facile à comptabiliser. La biodiversité, là, on rentre dans des enjeux un peu plus complexes. Comment vous l'intégrez à votre stratégie et puis surtout, comment vous la comptabilisez ? Alors, effectivement, la biodiversité, comme l'eau, comme pas mal d'éléments plus matériels, je dirais, sont des enjeux importants qui sont adressés par nos clients, qui sont adressés au travers de systèmes de notation aussi, en fait, qui évaluent votre performance RSE. Donc, on l'adresse par des diagnostics, finalement, autour des projets qui sont d'ailleurs menés par des bureaux d'études en amont des projets auxquels on répond et dans lesquels on s'inscrit avec une approche qui va être variable selon la typologie, mais par exemple, pour des grands opérateurs d'énergie, dès lors qu'il y a du réseau de transport d'électricité qui peuvent avoir une incidence sur la biodiversité, on va les appréhender et les prendre en considération dans le design du projet et également dans nos installations provisoires et puis dans les projets concrets. Toute cette approche, elle rejoint une démarche un peu plus globale sur la question des ressources qu'on est en train d'adresser de manière un peu plus structurée, mais qui est déjà dans notre stratégie. La question des ressources de biodiversité, d'eau, de minerais critiques. Qu'est-ce qu'on consomme ? Qu'est-ce que le groupe consomme dans ses activités ? Voilà, et quel est l'impact et comment on peut mieux l'appréhender et mieux y répondre là de suite et dans les années à venir avec une organisation un peu plus structurée. Mais vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas d'indicateur global de biodiversité, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Alors vous avez plusieurs démarches qui existent, des empreintes, des calculs d'empreintes, SBTN. Enfin, après, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de bien regarder ce sur quoi on peut agir. Et des indicateurs qui parlent à nos clients pour rester pragmatique et pas rentrer dans une démarche trop reporting. Sur l'eau, par exemple, on est un pays où, alors là je reste sur la France, on a été béni des dieux en quelque sorte en matière de stress hydrique. C'était pas vraiment une préoccupation, en tout cas dans une majorité de départements français. Là, ça devient un enjeu presque de business, quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des arrêtés préfectoraux qui signifient qu'une chaîne de production va stopper ou va être moins efficace. Absolument. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train, ou qu'est-ce que vous avez déjà d'ailleurs mis en place pour consommer moins d'eau, pour être autonome, pour, faire des boucles fermées, par exemple, etc. Alors, dans nos activités propres, chez SPI, on consomme relativement peu d'eau. En fait, on n'a pas des métiers très consommateurs d'eau. En revanche, on va avoir des clients qui, au regard de leur process industriel ou des installations nucléaires ou autres, qui vont, eux, être assujettis, qui peuvent être concernés par des aléas climatiques, dont le stress hydrique que vous évoquiez. Donc, ce qu'on propose, qu'on met en place, sont des échanges avec ces clients pour trouver co-concevoir ensemble, trouver des solutions qui permettent de réduire
cette vulnérabilité, d'optimiser leur process et de trouver des solutions pour ensemble réduire cette pression hydrique. Et puis on a aussi, vous parliez d'opportunités, mais on peut avoir des clients qui ont dans leur plan stratégique la gestion de cette ressource en eau. Et par des systèmes de supervision, d'écluses ou autres, on concourt à apporter de l'information par le digital, le numérique, à apporter de la data qui leur permettent de bien gérer le domaine fluvial, par exemple. Allez, un dernier mot, tiens, justement, sur la part de l'innovation numérique dans votre secteur. C'est-à-dire à quel point ça vous aide à remplir les objectifs RSE que vous vous êtes donnés. Alors, c'est un vrai outil de travail largement déployé chez SPI, d'autant qu'on a une filiale qui est dédiée, SPI ICS, donc c'est son cœur de métier. Et on développe en interne des agents conversationnels, l'IA générative. L'idée, c'est quand même, on le fait dans une gouvernance qui a intégré, bien évidemment, la démarche RSE, puisqu'on est labellisé numérique responsable niveau 2. Donc, même si le sujet peut être un peu clivant, c'est vrai, on a une approche qui est à la fois de sobriété dans sa conception. On utilise beaucoup, c'est vrai, cet outil pour optimiser la supervision, les propositions d'offres de SPI, et puis même pour en interne aller plus vite sur l'amélioration de nos process, la compréhension des attentes clients. C'est un sujet... On a conscience des difficultés que ça peut avoir, mais ça reste une vraie solution de demain. Et on a d'ailleurs un parcours de formation Green for IT et IT for Green, avec des équipes qui sont dans cette notion de sobriété numérique. Et on a des journées dédiées aux acteurs du numérique sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup, Ingrid Joub. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, les startups éco-responsables.